Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc, on avait parlé de la relativité restreinte. Alors, la relativité restreinte est basée sur deux postulats, principalement. En fait, il y en a une série d'autres, assez évidents ou assez simples, assez classiques. Par exemple, en relativité restreinte, on considère que l'espace ordinaire à trois dimensions, hein, avec les trois directions, est décrit par la géométrie d'Euclide, c'est-à-dire la géométrie élémentaire telle qu'on la voit à l'école. Tous ces autres postulats sont des postulats de la physique classique. Mais les deux postulats que je vais présenter sont vraiment au cœur de la relativité restreinte et ils sont absolument fondamentaux. Et d'ailleurs, à part l'aspect restreint dont on va reparler, ce sont les mêmes qu'en relativité générale. Il est donc très important de bien les comprendre parce qu'ils ne sont pas nécessairement tout à fait intuitifs. Donc il faut se consacrer à eux un petit peu de temps. Alors, le premier, c'est le principe de la relativité restreinte. Tous les repères inertiels sont équivalents. Un repère inertiel est un repère en mouvement à vitesse constante où l'on ne ressent aucune accélération. Par exemple, à l'inverse, pour un non inertiel, on est dans une voiture qui tourne, qui roule et qui tourne, on se sent poussé sur le côté, c'est la force centrifuge, l'accélération centrifuge, donc ce n'est pas un repère inertiel. De même, une voiture qui accélère, on se sent pressé sur le siège, c'est une force inertielle, une accélération inertielle. Dans les repères inertiels, il n'y a pas ces forces supplémentaires, d'ailleurs parfois appelées forces fictives. Et dans ces repères inertiels, les lois classiques de la mécanique sont valides, c'est-à-dire les lois de Newton. Ce principe signifie que les lois physiques, donc le principe d'équivalence des repères inertiels, signifie que ces lois physiques qui décrivent les phénomènes doivent garder la même forme, quel que soit le repère utilisé pour les formuler. Cela ne signifie évidemment pas que ces repères sont identiques et que tout ce qui s'y passe aussi. Par exemple, notre observateur A, que nous avions pris, voit le train en mouvement, tandis que B considère que le train ne bouge pas par rapport à lui. Et, nous l'avons dit, les positions, les instants peuvent avoir des coordonnées différentes, des valeurs numériques différentes. Mais la manière dont toute cette grandeur s'agence sous forme d'une loi doit garder la même forme, quelles que soient les valeurs numériques. Ce principe est en fait assez naturel. Il est vrai d'ailleurs aussi en physique classique. Même si en physique classique, Newton postulait l'existence des repères absolus. Il est assez difficile en fait d'imaginer un repère absolu, spécial, par rapport auquel repérer les événements. Par exemple, on pourrait décréter que A, l'observateur A un meilleur repère que B parce qu'il est immobile, tandis que B est en mouvement dans le train. Mais le repère de A est-il si bon? Après tout, la Terre n'est pas immobile. Elle tourne autour du Soleil. Et l'ensemble Terre-Soleil tourne autour de la galaxie. Et la galaxie elle-même se déplace par rapport aux autres galaxies. Elle se rapproche de la galaxie d'Andromède, par exemple. En réalité, on ne peut parler d'immobilité que par rapport à quelque chose. Par rapport au quai, pour A. Par rapport au train, pour B. Par rapport au Soleil, par rapport à la galaxie, etc. Tout au plus, certains repères
peuvent être pratiques dans telle ou telle situation. Pour décrire le mouvement d'un ballon qui roule sur le quai, choisir un repère rattaché à une autre étoile n'est pas du plus pratique. En réalité, il n'y a pas de repère absolu. Il n'y a que des choix arbitraires, humains. Un repère plus facile, plus adapté à une circonstance, est juste un repère où les calculs que nous menons sont plus faciles. C'est nous qui choisissons de déterminer les positions et les instants par rapport à tel ou tel repère. Ce choix ne doit pas influencer, évidemment, la manière dont les phénomènes physiques se produisent. Par exemple, un passager sur le quai laisse tomber son billet par terre, et ce phénomène se produit autant du point de vue de A que de celui de B. Peut-être que la position du billet sur le quai aura une valeur numérique différente et coordonnée XY, un instant différent, peut-être T, T', mais le phénomène en soi est le même pour tout le monde. Le billet tombe. Le choix arbitraire n'influence que la manière de décrire le phénomène et d'attribuer des valeurs numériques aux grandeurs. On souhaite donc que cette description soit la plus universelle possible et ne demande pas du repère. On va donc essayer souvent dans la théorie de décrire des situations sans décider des valeurs numériques, des variables, des positions, du temps, etc. On ne le fait qu'au moment d'un usage pratique. Et c'est aussi important alors de décrire comment les fameuses coordonnées de l'événement que nous avions vu, x, y, t, ou x', y', t', comment les deux ensemble sont reliés, pour avoir une description plus globale. Le choix des repères inertiels, par contre, plutôt que d'autres non inertiels, est un choix restreint. D'où le nom de relativité restreinte. C'est de là que ça vient. Et on généralisera bientôt à tous les repères. Mais en relativité restreinte, on se limite à ça. Alors, deuxième postulat, la vitesse de la lumière dans le vide, notée C, C pour célérité, est constante et invariante. Cela signifie que cette vitesse ne va pas varier au cours du temps, ça passe tout le temps à cette vitesse, et qu'elle est identique pour tout observateur, c'est-à-dire dans tout repère. Ça, c'est un peu moins intuitif, on va approfondir ça. Donc, toujours C, à tout instant et pour tout le monde. Notons que cette vitesse a été mesurée dans de nombreuses circonstances et à l'aide de nombreuses manières, de nombreux moyens, instruments, méthodes, situations. Et ce postulat est donc vérifié de manière expérimentale et avec une très grande précision, une précision extrême. À tel point que cette vitesse est connue avec une telle précision et sa constance au cours du temps, son invariance par rapport à l'observateur a été vérifiée avec une telle précision qu'on se sert maintenant de la vitesse de la lumière comme d'un étalon. Et elle sert à définir le mètre étalon pour la mesure des longueurs. C'est le standard pour la création des étalons de longueur. Voilà, nous continuerons sur ce postulat dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.